Et salut les bipèdes, bienvenue dans ce nouvel épisode, dans cette nouvelle émission de CGY, l'émission numéro 7. Je suis donc le Doc et je suis toujours accompagné de mon camarade Pez. Comment ça va, Pez ? Bonsoir tout le monde, ça va toujours, impeccable. Bon, très bien. Aujourd'hui, une émission un petit peu qui va se démarquer un petit peu par rapport aux émissions qu'on avait l'habitude de faire, des interviews. Aujourd'hui, on va faire une émission thématique, notre première émission thématique finalement. The first one, qui va parler du SIGGRAPH, puisque le SIGGRAPH s'est déroulé en plein milieu de l'été, à cheval entre juillet et août. Et puis, on s'est demandé, qu'est-ce que c'est que le SIGGRAPH ? Et pour ça, on a demandé à deux invités de choix et de marque de venir nous en parler. Et en plus, ils y étaient. C'est ça. Donc du coup, on va de suite accueillir ces deux invités de marque. À ma gauche, j'ai Bailey, donc qui fait partie du studio Dwarf. Bonjour Bailey. Bonjour. Belizer Earl. Bonsoir. Pour dire ton nom en entier. Tu es quoi ? Tu fais quoi, toi, à Dwarf ? Très bonne question, je me le pose tous les jours. Je suis pipeline supervisor à Dwarf, donc je m'assure du bon déroulement des projets au quotidien, on va dire. D'accord, dans leur ensemble, d'un point de vue technique. Tout à fait. Voilà, puis je crois que tu es là depuis le début de Dwarf. Oui. Voilà. 9 longues années. Un vieux de la vieille. Et puis en face, alors par Discord interposé, parce qu'on enregistre via Discord, j'espère que le son d'ailleurs sera bon. Normalement, il devrait. On a la grande chance d'avoir Vincent Bachmatiuk, qui est... je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Moi, je suis quoi ? Moi, je suis aujourd'hui le président du Paris ACM SIGGRAPH, qui est le chapitre français de ACM SIGGRAPH, l'association qui organise le salon du SIGGRAPH que vous connaissez sans doute. Et puis moi, dans la vie, je fais du rendu. Je fais du rendu un peu plus, dans le sens où j'essaye d'accorder l'art et la science à travers une œuvre de service qui permet de faire du rendu spectral et physico-réaliste. Oula. Alors, j'ai pas tout compris les mots, mais on y reviendra dans une... On arrive tellement souvent. On y reviendra certainement dans une prochaine émission où tu seras encore notre invité. Tu nous parleras un petit peu plus de ta spécialité, de tes spécialités. Avec plaisir. Bon. Mais là, le SIGGRAPH, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est quoi ? Parce que en tant qu'artiste, en tant que technicien, enfin en tant que ingénieur, etc. Les auditeurs qui sont ingénieurs connaissent un peu mieux le SIGGRAPH, mais moi perso, en tant qu'artiste, j'entends parler du SIGGRAPH. Pour moi, qu'est-ce que ce serait ? Ce serait une espèce de convention de geeks barbus. Alors, attention, je fais mon avocat du diable. Ça y est, tu les as fâchés. D'entrée, tu les as fâchés. Voilà, l'émission se termine, merci, au revoir. Une convention d'ingénieurs barbus qui parlent et qui nous exposent les nouvelles technos pour de l'imagerie qu'on verra d'ici 10 ans. Est-ce que je me trompe ? Bailey, Vincent ? Non, mais ouais, c'est ça, grave, mais tellement plus en même temps. Ah, j'étais pas si loin, ça va. Il n'y a pas que des barbus. Il y a toute la communauté scientifique de l'informatique graphique qui se réunit pendant ces conférences, avec une partie prod, j'ai envie de dire industrie, et une partie académique. Et puis pas que, il y a aussi des artistes avec le grand A, qui essaient de fabriquer des choses avec ce genre d'images qu'on fabrique avec des ordinateurs, avec de l'interactivité, et tout ce qui tourne autour de la 3D en réalité. SIGGRAPH, ça veut dire Special Interest Group on Computer Graphics and Interactive Techniques, en français dans le texte. Informatique graphique, ok. Technique interactive, ok. Ça, c'est un peu les trucs de jeux vidéo. Et puis Special Interest Group, en fait, c'est un chapitre d'une association qui s'appelle ACM, qui est une association internationale. ACM, ça veut dire Association for Computing Machinery. C'est l'association genre balèze qui parle de l'informatique au monde. Je crois que c'est plus de 100 000 adhérents en 2019. Ah oui, quand même. Ouais, c'est balèze. Et dans cette association, tu as des chapitres qui correspondent à chaque
chapitre de l'informatique. Alors nous, c'est les SIGGRAPH qui nous intéressent parce qu'on fait du graphisme, on fait de la 3D, de l'animation, du jeu vidéo, des VFX et j'en passe. Mais tu as aussi d'autres groupes d'intérêt, genre t'en as pour le web, t'en as pour l'architecture logicielle, t'en as pour l'intelligence artificielle. C'est hyper vaste en fait. Ouais, c'est super balèze. On peut pas tout connaître. Ils éditent même une revue spécialisée avec des articles qui paraissent tous les mois tellement il y a de sujets différents. D'accord, ce serait intéressant peut-être d'avoir quelques articles de temps en temps. Quelques magazines, assez fréquemment. Sur Internet, il y a quand même pas mal d'articles qui remontent au fur et à mesure de l'année en cours sur des technos qui émergent un petit peu à gauche à droite. Là, on peut lire sur différents sites spécialisés. Du coup, le SIGGRAPH, pour le situer, il se déroule donc à même période, courant de l'été. Toujours au même endroit parce que on parle souvent de Los Angeles et la durée à peu près de ce meeting là, c'est environ. C'est principalement en Amérique du Nord. Alors, c'est à peu près c'est généralement de 4 à 5 jours. Je sais pas si ça varie trop d'année en année. Par contre, le lieu est toujours alterné. Tu as une année à Los Angeles et une année qui se déroule ailleurs. L'année dernière, il s'était tenu à Vancouver et l'année prochaine, il prévoit de le faire à Washington. D'accord. Il y a une raison ou c'est pour faire tourner un petit peu? Ouais, c'est ça. T'as un ping-pong entre la côte Est et la côte Ouest en général. Après, ces dernières années, c'était pas trop ça, mais c'est un peu l'idée. Faut savoir aussi que depuis 2008, t'as un salon Asia qui a démarré et qui permet aussi d'avoir une conférence de l'autre côté du monde finalement, ce qui permet à tout le monde de pouvoir participer à ce type de conférence. Ok. Écoute, c'est pas que l'Amérique du Nord, quoi. Ok, pour globaliser un peu tout ça, quoi, puis avoir des nouvelles de tout le monde, quoi. Donc tant mieux. Est-ce qu'il y a que le SIGGRAPH ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui ont émergé parce que je crois qu'il y a d'autres petits événements un peu périphériques, non? Tout à fait, ouais. Mélie? Cette année, en tout cas, alors nous, on a été 7 à participer au SIGGRAPH cette année de la Société Dwarf et on avait prévu d'arriver un jour à l'avance déjà pour participer à un premier événement qui s'appelait le DigiPro qui se passe à LA même la veille du début du SIGGRAPH et qui est une conférence on va dire avec beaucoup moins de gens, on est à peu près 300-350 au DigiPro. Par contre, c'est un programme unique et qui parle de sujets assez variés. On avait pas mal de papiers techniques, mais il y avait aussi quelques présentations artistiques, par exemple une présentation sur Spider-Man Into the Verse. Et ensuite, il y a aussi un deuxième événement. Alors, c'est The Pipeline Conference. C'était la première fois que personnellement j'en entendais parler. Alors, je sais pas trop s'ils ont commencé que cette année ou si c'est leur deuxième, je suis pas 100% sûr là-dessus. Par contre, ils sont en train de se diversifier et eux, c'est une conférence qui est par contre 100% dédiée au côté pipeline. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, le plus technique sur l'aspect production, workflow, lié à film d'animation et VFX. D'accord. Alors, on reviendra sur la notion de pipeline dans une prochaine émission, très certainement avec toi d'ailleurs. À quoi ça sert, comment... c'est quoi donc un pipeline et qu'est-ce que ça transporte? C'est ça, qu'est-ce que ça transporte donc? Ok, donc oui, effectivement, c'est pas que le SIGGRAPH, il y a encore des petits événements. Mais est-ce que ça fait partie du SIGGRAPH? Là, je me tourne un petit peu vers Vincent. Est-ce que, en fait, c'est le SIGGRAPH qui a créé ces événements ou est-ce que c'est ces événements qui étaient un peu indépendants et qui sont venus se greffer et dire, dis donc, t'as une place à côté de toi ou pas? J'ai envie de dire oui et non. Le fait est que l'informatique graphique, ça offre une réponse à énormément d'industries différentes et certaines ont besoin d'avoir leur conférence à eux, de leur côté à eux, parce qu'ils ont besoin d'avoir de l'autonomie. Des choses peut-être parfois un peu plus techniques ou en plus petit comité. Il y a toujours un off aussi, c'est ça qui est assez rigolo, c'est-à-dire qu'il y a le salon et puis il y a ce qui se passe autour. Et ce qui se passe autour, parfois, c'est
c'est surprenant. Ça peut être des conférences jumelles liées, ça peut être des soirées organisées par les éditeurs de logiciels assez démentiels. Ça peut être des groupes d'intérêt qui se réunissent une fois par an et qui profitent du SIGGRAPH pour être tous au même endroit au même moment. D'accord. Et ça fait partie du fun du SIGGRAPH, clairement. C'est vraiment le moment de l'année où tout le monde peut se voir. C'est assez rigolo d'ailleurs, parce que typiquement avec certains collègues académiques, on se voit que au SIGGRAPH alors qu'on travaille à 3 km les uns des autres. D'accord, vous alliez à Vancouver, à LA pour vous voir à 3 km. Ok. Tout va bien. Vive la technologie. C'est ça. Bon, alors, on a fait un petit peu le tour de qu'est-ce que c'est. Petite question, un petit historique. Ouais, Vincent, tu voulais intervenir? Déjà qu'il y a les conférences liées au papier de recherche qui sont publiées durant la conférence. On a un hall d'exposition avec des entreprises qui présentent sur des stands leurs produits. Ça peut être du software, du hardware ou du service. Et on a aussi la partie un peu plus blockbuster où on a la présentation des films d'animation, le fameux computer Electronic Theater. On a depuis quelques années le VR Theater qui présente des expériences interactives qui est quelque chose d'assez étonnant et qu'il faut vivre au moins une fois. C'est une espèce de théâtre où tout le monde porte des masques de réalité virtuelle et expérimente des univers différents, des expériences différentes. Et cette année, ils avaient une section entière dédiée au VR, en dehors du VR Theater aussi, où il y avait de la VR et de l'AR aussi. J'avais fait un tour dedans, c'était très intéressant. C'est ce qui était proposé à ce moment-là. L'AR, c'est Augmented Reality. Exactement. Voilà. Ou la Mixed Reality, suivant Microsoft, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. non, mais je suis quand même. Hein. Il y a toute une partie art et design, il y a une autre partie nouvelle technologie qui est liée. Cette année, pour la première fois, je crois, il y avait une partie adaptative technologie, donc technologies qui sont adaptées aux gens qui sont déficients d'une manière ou d'une autre. C'est un mot un peu péjoratif en français, mais ça marche en anglais, je ne sais pas pourquoi. Oui, pour le handicap, etc. Exactement. Et c'est important, effectivement. Alors du coup, petit historique, ça date de quand le SIGGRAPH et les premiers, entre la création de l'ACM, si je ne dis pas de bêtises, et la première création du SIGGRAPH et la première convention en fait. Je crois que c'est 74. Ah la vache. 1974. L'association Paris ACM SIGGRAPH date de 83. Ok. Donc on est une des premières. Je crois qu'on est la première association à l'extérieur des États-Unis. Enfin le premier chapitre à l'extérieur des États-Unis. Donc on est assez ancien. Et depuis, c'est passé d'une conférence à 600 personnes à une conférence qui fait 18 700 personnes en 2019 et qui a été jusqu'à presque 50 000 pendant les plus belles périodes. Ça commence à faire du monde. Les vendeurs de sandwich s'en réjouissent. Oui. Le monde qu'il y a au SIGGRAPH est assez éclectique. Tu vas avoir tant des gens qui sont venus de l'extérieur, qui sont des professionnels, on va dire, expérimentés, 4, 5, 10 ans d'expérience. Tu vas aussi avoir énormément d'étudiants qui viennent des universités des États-Unis généralement et qui profitent de cette conférence, je suppose, pour vraiment approfondir leur côté technologique appliqué. C'était vraiment impressionnant. J'ai fait certains cours, par exemple, sur le deep learning, et quand je regardais autour de moi le nombre d'étudiants qui portaient des sigles des différentes universités des États-Unis, on aurait dit qu'il y avait 3 personnes sur 4 qui étaient d'une université ou une autre des États-Unis. D'accord, du MIT et compagnie. C'est assez populaire dans l'université grâce aux chapitres qui sont souvent animés par des enseignants. D'accord. Et historiquement, tu as des universités comme MIT, Boston, tout ça, qui sont des universités actives dans le monde du SIGGRAPH. Il y a aussi la partie volunteers, donc tous les volontaires qui participent à l'organisation de l'événement, qui sont principalement des étudiants des États-Unis, oui, mais pas que. Et on les reconnaît bien parce qu'ils ont des t-shirts de couleur, ils sont là pour t'aider. Et en général, ils te donnent des pins en rapport avec le domaine. D'accord. Tu repars bardé de pins tel un scout. Mais c'est bien, il faut des volontaires. Et puis, en plus, je pense que
en tant que, je sais pas s'il y a des étudiants qui nous écoutent, ça peut être justement vachement intéressant et pouvoir participer quelque part au SIGGRAPH et ou à des événements. Je pense aussi au Festival d'Annecy, je pense à Bien ce sûr, genre ouais. de trucs-là, et de pouvoir y aller et bénéficier quand même de pas mal de portes d'entrée, enfin pour pouvoir accéder à des conférences, à des films, etc., sans débourser un sou en fait. Un petit peu quand même, c'est le billet d'avion, mais ouais, carrément. C'est essentiel en fait à la vie de ces associations. Hein. Et ça permet, quand on est étudiant, de se créer un réseau. Alors, de par l'expérience humaine qu'on réalise quand on est volontaire, c'est quand même un truc assez balèze. Et aussi des opportunités qu'on découvre. Alors, au sein du salon, oui, mais également au Job Fair, qui est un espace spécifique où concrètement on peut montrer son CV, sa trombine et dire coucou, c'est moi, j'ai envie de travailler pour vous, comment on fait? Ouais, c'est vraiment un centre de recrutement dédié pendant ces 4-5 jours où tu vas avoir tous les studios, tous les éditeurs qui vont s'enchaîner les uns après les autres avec une plage horaire précise où tu peux t'inscrire et venir postuler. Ça a l'air vraiment intéressant, en tout cas. Sur la partie salon, tu avais des trucs comme ça, mais tu as aussi la partie avec les stands où là c'est ouvert tout le temps et tu peux un peu y aller comme tu veux, ou en tout cas découvrir si c'est la première fois que tu dois te confronter à ce genre de boîte qui peut être un petit peu impressionnant au démarrage de ta carrière. Ça permet de voir directement les RH et qui te calme un petit peu sur ton stress et de fabriquer un CV qui ressemble à un CV. Chose qu'on n'apprend pas forcément à l'école. Ouais. Du coup, moi, j'avais une petite question. Donc, l'ACM, qui est une association, comment cette association arrive à préparer chaque année le SIGGRAPH? Sans rentrer dans les détails, hein, bien évidemment, mais comment une association cette association arrive à organiser un événement aussi majeur chaque année? Est-ce que c'est les entreprises qui viennent et qui sponsorisent? Comment ça se met en place tout ça? C'est un peu le côté magique du SIGGRAPH, c'est qu'à la base, c'est quand même des associations non-profit, là, comme chez nous, les associations de sang, où on ne doit pas gagner de l'argent, qui organisent un événement avec une ampleur assez importante quand même. Et tout ça, c'est fait de manière bénévole. En tout cas, les gens qui s'occupent du comité d'organisation font ça de manière bénévole, en plus de leur temps de travail normal. Alors, effectivement, les entreprises pour lesquelles ils travaillent comprennent qu'il y a un temps spécifique qui doit être organisé dans leur année pour pouvoir organiser un événement. Le comité change tous les ans, ce qui permet de faire tourner, et puis aussi ça prend une charge humaine importante, du coup ça fait du bien aussi de le faire une fois de temps en temps et pas tout le temps. Et il y a du sponsorship qui arrive des adhérents, du sponsorship qui arrive des marques de logiciels, de hardware, ce qui permet d'organiser des événements un peu plus jolis. Mais à la fin du SIGGRAPH, il n'y a pas véritablement de profit qui est réalisé. Tout ce qui est gagné est réinvesti de toute manière sur les événements qui arrivent par la suite et sur l'aide au chapitre au niveau international. Donc c'est beau, j'ai envie de dire, C'est voilà, magique. que ça se... Ah, c'est cool. Ouais. Vu la taille de l'événement, ouais, c'est assez magique rien, que ouais. ça fonctionne comme ça. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui participent pour la première fois au SIGGRAPH et qui ont l'impression que le coût du ticket d'entrée au SIGGRAPH est assez important. Mais en fait, il n'y a vraiment pas de gain qui est réalisé par rapport à ça. C'est juste ce que coûte la location des locaux et l'organisation d'événements avec tous les à côté. Typiquement, pendant les shows qui ont été proposés cette année, on a eu des petits snacks, on a eu du café gratos, des petits déjeuners qui ont été proposés ici ou là. Tout ça fait partie de l'organisation. Tout ce qui est location de matériel audio, vidéo, etc. J'imagine, voilà, tout ce qui est infrastructure, en fait, c'est payé par les billets. Ah, la partie com, etc. Ouais. D'accord. Il faut savoir que le SIGGRAPH, en plus, ça se passe principalement au Convention Center de LA, qui est déjà un bon grand lieu prestigieux. Mais ça atteint une telle taille qu'en fait, ça déborde aussi dans beaucoup des hôtels environnants où il y aura des
ce qu'ils appellent souvent les Bird of Feathers, les groupes de discussion ou des talks ou présentations de certains sujets qui ont besoin de salles un peu plus petites. Mais du coup, on n'arrête pas de marcher au SIGGRAPH. C'est bien pour le sport. T'as carrément mal aux pieds à la fin de SIGGRAPH, il faut le dire. J'osais pas le dire. Vous atteignez vos 10 000 pas par jour à 10h du matin. Ouais. C'est ça. Ouais, la moyenne sur la semaine, moi, c'était 17 000. Mon chronomètre m'a dit que j'avais fait 60 km dans la semaine. Donc, C'est pas mal. On en prend plein les yeux, on en prend plein la tête, et en plus, on a mal aux pieds. C'est génial. Bande de masochistes. Bon, alors maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de c'est quoi le SIGGRAPH, cette année, c'était quoi les sujets majeurs? Vu que vous avez vu des conférences un peu différentes, puis vous avez dû voir des axes en plus différents suivant vos spécialités. Je vais me tourner vers l'un et vers l'autre. Et puis, voilà, dites-moi un peu qu'est-ce qui vous a marqué, quelles sont les tendances majeures ou les révolutions qui vont arriver pendant ces prochaines années. Belly? Alors, le topic majeur pour moi à SIGGRAPH cette année, ça a été l'USD. Alors, USD, c'est le Universal Scene Descriptor. C'est un système de description de scène qui peut être amené d'un soft à un autre. Donc, que tu utilises Maya, que tu utilises 3ds Max, que tu utilises Houdini, tu peux intégrer ce système chez toi. Il y a eu énormément d'évolutions ces dernières années sur l'USD. Mais cette année particulièrement, il y a un effort assez grand de l'intégrer plus profondément. Tu as Autodesk qui a fait pas mal d'efforts de se rapprocher de Animal Logic et d'autres studios pour faire une base commune de leur côté. Houdini qui a montré leur software Solaris, qui est leur méthode de création et d'offering, comme on dit, de USD. Ouais. Donc ça, c'est vraiment probablement pour moi le topic majeur qui a été traité. Et le deuxième, ce serait probablement la virtualisation de l'espace de travail. On parlait il y a quelques années de tout ce qui était cloud rendering, donc le fait d'envoyer des calculs dans le cloud et de pouvoir utiliser des machines chez Google ou chez Amazon. Et de plus en plus maintenant, la tendance est de voir comment est-ce qu'on peut envoyer des machines des artistes là-bas, de façon à ce qu'il n'y ait plus besoin des grosses machines qu'on a sur nos bureaux, mais qu'on puisse mutualiser et être beaucoup plus flexible dans un studio, dans les configurations qu'on donne à chaque artiste, dans leur localisation aussi. Si on a besoin de déménager quelqu'un d'un étage à l'autre, il n'y a rien à faire à part qu'il se relogue sur son compte. Et ça a vraiment été un des sujets qui a été abordé dans 5 ou 6 talks différents que j'ai fait. D'accord. Peut-être pour le télétravail aussi Alors, ça peut être extrêmement intéressant pour le télétravail. Il y a des studios 100% virtuels qui sont en train de se monter et pas mal de services qui tournent autour de ça. D'ailleurs, Amazon a fait le rachat de l'un des acteurs majeurs pour justement proposer un studio entièrement virtualisé. Mais bon, nous, c'est plus d'un côté très corporate studio, on va dire. C'est l'intérêt de comment est-ce qu'on peut faire pour alléger la charge qu'on a au sein du studio en informatique. D'accord. Ok. Et c'est un petit peu comme l'ordi à distance là, dont on parle pas mal. Je sais pas pourquoi j'ai Ghost en tête. C'est pas Ghost, c'est Shadow. Shadow. Merci. Oui. J'étais pas loin. C'est dans le même principe, ouais. D'accord. Ok. Oui, donc c'est vachement intéressant. Mais du coup, pour ça, il faut une connexion énorme. Il faut. Oui, j'en parlais avec le CTO de Jellyfish, l'un des studios qui a fait le plus d'efforts dans ce domaine. Ils ont 3 locaux sur l'Angleterre. 2 des 3 locaux ont été entièrement virtualisés. Et il me dit qu'il a fallu qu'il prévoie une connexion fibre de 1,5 gigaoctets seconde pour permettre le flux de données qu'il y a. Par contre, sur site, ils ont 200 écrans, 200 petites boîtes Teradity et c'est fini. Et oui. Donc, il y a un gros avantage quand même à ça. Ouais. Oui, au niveau coût matériel, réparation, etc., je pense que ça doit être beaucoup plus intéressant si on le fait. Et du coup, je voudrais juste revenir, tu parlais de USD. USD, c'est un système propriétaire, c'est un système libre, Alors, parce que pour unifier tout ça, que tout le monde puisse l'utiliser et...
Justement, on entre dans la partie intéressante de l'USD. C'est un système d'unification des descriptions de scènes qui n'est pas du tout unifié aujourd'hui, puisque depuis qu'il est devenu open source, tout le monde l'a intégré à sa sauce. Donc, il n'a d'unifié que le nom pour l'instant. Mais c'est justement sur quoi il travaille en ce moment. À la base, c'est un sujet qui a été porté par Pixar et dévoilé au monde, qui a été repris par pas mal de studios du genre, justement, Animal Logic que je citais précédemment. Et tout le monde est en train de l'intégrer chez lui. Mais c'est un sujet extrêmement vaste et sans avoir nécessairement une charte d'application très définie. Il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas encore entrer dans l'USD et qui sont en train de découvrir et d'élaborer d'année en année. L'une des propositions qu'il faisait cette année, c'était comment faire pour intégrer par exemple le hair dans l'USD, chose qui n'avait jusque-là jamais été gérée. Donc, c'est en une pleine évolution. À la dernière mission, ouais. D'accord. Donc toi, c'était vraiment tes deux gros sujets majeurs pour 2019. Ouais. Et pour toi, Vincent, du coup? Moi, c'est marrant, j'ai pas trouvé. J'ai vécu autre chose aussi. Mais en même temps, c'est une conférence qui est tellement vaste que c'est pas possible de tout faire. Donc forcément, tu es obligé de sélectionner. Et moi, j'ai eu un côté un peu plus orienté côté rendu. Donc, il y a énormément de talks qui ont été faits autour du rendu PBR en temps réel, mais également... Attends, excuse-moi, Vincent, PBR, c'est... Physically Based Rendering. D'accord. Donc, du rendu physiquement basé, c'est comme ça. En fait, l'année dernière, il y avait Nvidia qui avait sorti une nouvelle propriété de ses cartes qui permettait de faire du rendu en ray tracing avec un nombre de rebonds, un petit nombre de rebonds, mais quand même un nombre de rebonds qui était sympa et qui permettait de faire des rendus en temps réel, en tout cas avec le GPU, d'une manière beaucoup plus rapide que juste en CPU. Et ça a été vraiment la grosse révolution. Et là, j'ai l'impression qu'on a été un peu plus dans le détail. Moi, j'ai suivi des cours qui parlaient de ray tracing GPU. J'ai suivi un talk qui me demandait si on en avait fini avec le rendu en ray tracing. La réponse est non. Tu vois, des trucs un peu comme ça, là. Et finalement, j'en ai suivi pas mal. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant, une espèce de suite logique à ce qui s'était passé l'année dernière. Par contre, la véritable nouveauté pour moi, c'est une des volontés du SIGGRAPH 2019, qui a été d'inclure la diversité et les différences culturelles. Il y a eu pas mal de talks autour de ça. Et aussi bien au niveau de la conférence majeure qu'au niveau du Business Symposium, on nous a un peu ouvert les yeux sur comment on faisait pour bosser avec des différences culturelles au niveau de la couleur de la peau, du sexe, les riches, les pauvres, la côte est et la côte ouest, les conservateurs et les groupes religieux libéraux, blablabla. Tous ces clashs que tu peux vivre dans le monde du travail finalement, que tu vis également en prod quelque part de temps en temps, comment tu fais pour en tirer des opportunités et puis une richesse dans ta création, dans ta créativité et dans ton boulot. J'ai trouvé ça plutôt gonflé de la part du SIGGRAPH et plutôt cool. Donc du coup, ouais, plus un côté humain et social que technique. Je pense que c'était quelque chose un passage obligé et que maintenant on peut tourner la page de ces considérations, ne pas les oublier et continuer à bosser dans la bonne direction, j'ai envie de dire. J'ai trouvé ça chouette. Ça m'a ouvert un peu les yeux également, du coup plutôt sensible à la qualité des prestations qui ont été faites lors de cette conférence par rapport à ces sujets qui sont d'actualité. Ok. Ouais, c'est chouette. C'est chouette quand même quand on voit la vitesse où les choses évoluent, les machines, tout ça, et que on prenne le temps de replacer un petit peu l'humain au centre du projet quand même. C'est chouette. Ouais. J'aurais bien voulu y assister. Ça devait être bien intéressant ce genre de conférence. Ah, c'est carrément cool. Je te passerai 2-3 liens si tu veux. Avec plaisir, ouais. On en mettra bien évidemment dans les notes de l'émission, hein, messieurs. Je compte sur vous pour nous passer pas mal de choses, de liens vers des articles, vers des conférences ou des résumés de conférences. Bien sûr. Ouais. En fait, j'en profiterai bien justement pour dire un truc qu'on n'a pas mentionné jusque-là au sujet de SIGGRAPH et spécifiquement de l'ACM. C'est que tout ce qui a été présenté, ou une très grande partie de ce qui a été présenté à l'ACM, donc qui sont des évolutions technologiques, des papiers qui représentent des années de recherche pour les gens qui ont mis au point ces nouvelles technos.
en réalité, sont tous disponibles sur le site de l'ACM dans leur Digital Library. Donc, D'accord. ils ont une grande bibliothèque en ligne qui permet d'accéder à l'intégralité des papiers qui ont été, ou une grande majorité en tout cas, il y en a certains qui manquent, mais une grande majorité de tous les papiers techniques sur les X dernières années. D'accord. Donc, il y a, pour un étudiant ou un chercheur ou même un professionnel, il y a moyen à moindre coût d'accéder à tout ça très facilement. Ok. Et puis tu as YouTube qui présente pas mal de vidéos qui ont été prises en live pendant les confs. Comme on peut pas tout suivre, c'est intéressant de pouvoir y retourner, et en plus c'est en libre accès, donc utilisez-le. Ouais. Il y a les groupes Facebook, le Facebook de la SEM-SIGGRAPH, mais également aussi groupe des chapitres. Typiquement, si tu parles pas anglais, les groupes des chapitres parisiens, comme le Paris SEM-SIGGRAPH, pourraient t'aider. Je suis un peu de rengaine, là, c'est normal. Oui, non, un peu de pub, non. Vas-y. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ressources intéressantes? Chaque année, il y a un site dédié qui est ouvert, donc tu tapes SIGGRAPH 2019, et tu pourras accéder au press kit du Paris SEM-SIGGRAPH, au Flickr, au press kit du SIGGRAPH 2019, au Flickr qui présente toutes les photos et qui va te mettre vraiment dans l'ambiance du salon. Tu vas avoir accès à toutes les vidéos qui ont été enregistrées sans passer par la chaîne YouTube. Donc, il y a certains événements off qui ont été, off SIGGRAPH 2019 qui sont relinkés à cet endroit-là. C'est intéressant aussi de pouvoir rebondir dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a effectivement la Digital Library, comme tu parlais tout à l'heure, Béli. Il y a même une application deux applications sur téléphone. L'application du salon, SIGGRAPH 2019, qui te permet de rebondir sur comment ça s'appelle, les conférences qui ont été réalisées, et l'application ACM qui là permet d'aller à tous les PDF de papier de recherche, ou en tout cas les abstracts, si jamais le PDF n'est pas directement disponible, ce qui permet de réécrire l'histoire un petit peu. Et, du coup, tu as un contenu de folie qui est généré à chaque conférence. C'est dantesque. D'accord, ouais, oui, on est vraiment dans le domaine de la recherche, comme la recherche médicale, biologique, etc., quoi. C'est vraiment une grande réunion de chercheurs qui vont dans la même direction, ou en tout cas dans les mêmes directions. Tout à fait. Et Vincent? Enfin, ouais, pardon. J'ai envie de dire, et pas que, parce que c'est vraiment à la croisée des chemins entre l'art et la recherche. Donc, tu as aussi des trucs qui sont des papiers de recherche de gars qui sont pas chercheurs, mais artistes. Tu as aussi des trucs qui sont directement liés à la prod. Tu as ce qu'ils ont appelé les production sessions, là, qui permet de voir comment ont été faits les VFX dans tel ou tel film ou dans telle ou telle série. Il y a eu un show uniquement sur les séries Netflix, par exemple, avec les VFX pour Netflix, qui était un show intéressant. T'as des trucs comme ça qui sont pas tout à fait que de la recherche. C'est pas des académiques qui présentent un papier qui parfois peut être un peu velu pour un infographiste 3D ou quelqu'un qui fait pas des maths tous les jours, typiquement. Et c'est ça qui est assez merveilleux sur cette conférence, c'est que tout le domaine y est. Tout le domaine est représenté là-bas. Du coup, tu peux parler avec des mecs qui ont conçu le logiciel avec lequel tu travailles, ou alors des mecs qui travaillent leur art d'une manière spécifique avec des softs. Et c'est ça qui est absolument génial. Et même le côté technologique, au final, peut être extrêmement abordable au SIGGRAPH. La première conférence que j'ai faite le dimanche en arrivant, c'était une crash course in machine learning. Donc, c'était une introduction à qu'est-ce que c'est le machine learning ou l'intelligence artificielle appliquée à de la statistique. Et j'avais peur d'y aller et de saigner des oreilles en sortant de là. Mais en réalité, en fait, la personne qui a fait la présentation était un doctorant qui travaille à Weta activement depuis 10 ans et qui a rendu ça extrêmement intéressant, très abordable pour tout le monde et qui permettait d'illustrer très simplement l'intégralité des concepts qui entrent dans l'application du machine learning sur des sujets réels. Donc, par exemple, là, il nous montrait tout ce qui était reconnaissance d'images d'après une base de données, comment l'aborder. Il n'y avait pas de code. C'était vraiment qu'est-ce que c'est, comment ça marche. Oui, pourquoi pour éventuellement l'appliquer dans un studio. Mais de quelle manière? Là est la question. Parce que moi, j'ai envie de poser une question un petit peu, toujours pareil, avocat du diable, mais les technos qui sont justement présentés au SIGGRAPH, est-ce qu'elles sont directement applicables
en prod, en studio, genre dans les 6 mois à venir, ou ça demande encore de l'évolution, ça reste au stade de la recherche, de l'expérimentation, ou on est vraiment dans le gras, dans le dur d'un studio ou même d'un freelance, hein. De tout, j'ai envie de dire. Juste avant de répondre à ça, il y a un truc qui est assez fou, en fait, à propos du SIGGRAPH en général, c'est donc on est une industrie extrêmement compétitive. Tu as MPC, Animal Logic, Weta, ils sont tous en train de s'affronter pour avoir les mêmes contrats et c'est très proche du type de recherche que tu vas avoir dans le domaine médical où ils investissent des millions d'euros dans le développement de nouvelles technologies. Et une fois que c'est abouti, une fois qu'ils ont quelque chose, ils viennent au SIGGRAPH et ils le dévoilent au monde. Ils disent, voilà, on a passé 3 ans, 4 ans, 5 ans à créer ceci. Voilà comment on a fait. De façon beaucoup plus rapide, donc c'est une opportunité énorme pour tout le monde. Maintenant, pour répondre à la question, est-ce que c'est applicable directement? Alors, ça demande beaucoup de travail, mais c'est faisable. Il y a beaucoup de papiers qui sont assez, je vais pas dire vraiment abordables, mais qui sont suffisamment bien expliqués que tu puisses les intégrer rapidement. Il y en a d'autres, par contre, qui sont vraiment plus une question d'approche qui a été faite, mais où il faut réellement avoir un doctorat pour le coup et une grande équipe de développement pour faire une intégration de ton côté. Donc, ça dépend des cas de figure. D'accord, on a quand même les deux. Vincent, toi, ton avis là-dessus? En fait, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que quand tu fais un papier de recherche, tu es un académique, tu as trouvé un truc, enfin, tu essaies de trouver un truc, et en fait, assez régulièrement, tu as un industriel derrière qui t'a demandé, enfin, qui te finance en fait ta recherche et qui va utiliser le papier directement. Typiquement, toutes les confs qu'on a vues autour du denoising cette année, on sait derrière que c'est Intel qui est derrière. Après, certaines publications ont été réalisées pour des trucs et astuces de matheux pour aller un peu plus vite à droite à gauche en utilisant GPU ou CPI et blablabla. Mais tu vois, le denoising, clairement, c'est quelque chose que tu peux utiliser directement dans V-Ray aujourd'hui, Ouais. la dernière version. Moi, je l'utilise dans mon moteur de rendu perso. C'est quelque chose qui est accessible. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme autre exemple? Weta Digital, tu as Andrea, le docteur en informatique graphique spécialisé sur les matériaux spectraux, qui a présenté un truc qui était assez étonnant sur pourquoi et comment tu utilises ça en prod, le rendu spectral physico-réaliste. Et tu vois, eux l'utilisent depuis une paire d'années, donc c'est quelque chose de relativement tangible. Alors effectivement, tu as aussi des choses qui sont étonnantes, j'ai envie de dire, pour utiliser un mot de vocabulaire qui est dans le champ lexical du convenable. Mais c'est vrai que parfois, c'est surprenant. Il y a des gens qui sont capables de penser à l'extérieur de la boîte et qui te sortent des publications de recherche qui, du premier abord, te semblent complètement what the fuck. Et après 1 an, 2 ans, tu te dis, ah bah oui, finalement, je pourrais peut-être utiliser ça. Et avec un peu de chance, tu as un DCC qui l'a pris en compte, et puis paf, tu sors un nouveau workflow, tu as gagné 2 heures dans ton temps de travail journalier. C'est parfois assez perturbant, parce que tu suis des confs, tu comprends pas tout de suite que ça peut directement être utilisé en prod, et un jour tu dis, ah mais oui, c'est ça, je l'ai vu, et paf, tu passes à autre chose. Alors, un exemple de ce que disait Vincent, par contre, c'est l'application le fait que les DCC peuvent se retrouver à intégrer ce genre de technologie rapidement par la suite. C'est un bon sujet sur le MPM. Alors attends, oula, je t'arrête tout de suite parce qu'il y a 2 sigles, j'ai rien compris. Moi aussi, là, Alors DCC, qu'est-ce que c'est? Alors, DCC, pardon, Digital Content Creator, ça veut dire en gros programme de 3D. D'accord, donc les Maya, 3ds Tout à Max fait. et compagnie. Bien compris. Et MCP, MPM. MPM. Ah oui. Alors, MPM. Material Point Method. C'est un algorithme mathématique qui a été mis en place à l'époque de Frozen et qui a été Reine des Neiges, Reine donc. des Neiges en français, bien sûr. Et qui est... Oui, tu peux chanter la tête Ça, c'est vilain, parce que tous les auditeurs maintenant vont l'avoir en tête. Et nous remercions notre ami Pez. Et donc, il y a eu une présentation juste après La Reine des Neiges de cette méthode au SIGGRAPH, et moins d'1 an plus tard, Houdini a intégré ça au sein de leur logiciel, et c'est devenu l'un des moteurs de simulation majeurs qu'il y a maintenant dans SideFX, et qui est aujourd'hui en train de se
de devenir de plus en plus complexe. Cette année, on a eu 3 nouvelles applications du NPM pour faire du cloth. Donc, historiquement, le NPM sert surtout à faire de la neige et du sable. Et ils font maintenant des applications du NPM pour faire du cloth, pour faire des cheveux ou d'autres types de simulations qui n'étaient pas du tout prévues à la base. D'accord. Mais ce qui n'est pas intégré aujourd'hui dans Houdini, mais qu'on se doute que dans un an et demi, Houdini va l'intégrer aussi. Ils mettent énormément d'efforts, les éditeurs, à récupérer ce genre d'algorithmes et de nouvelles technologies et les incorporer dans leur logiciel, ce qui permet, dans un laps de temps assez court, à tous les studios et tous les artistes d'en bénéficier au final. D'accord. Juste pour rebondir là-dessus, parce que c'est cool et que je suis un peu geek. Je pense que de quoi tu parles. Les art papers qui te présentent pas des secrets, mais des tips and tricks sur énormément de choses. Et en matière d'art, typiquement, tu as le sujet de la composition, qui est quelque chose qui revient assez régulièrement. Tu as pas mal de technical papers aussi qui présentent des petites méthodes qui permettent de faire des choses. Typiquement, fabriquer de la voix juste avec de l'édition de texte. On l'avait vu un petit peu l'année dernière, ils ont refait une version, et ce genre d'application te permet de quasiment changer un dialogue à la volée juste en éditant un texte dans un champ texte. Ce code, il est disponible sur GitHub, tu peux l'utiliser directement. Tu as des talks aussi, tu as les gens chez Pixar qui ont présenté leur façon d'éclairer Toy Story 4, et ces trucs et astuces, tu peux les réappliquer directement dans tes prods après. Alors, ce qui est embêtant avec les grands groupes comme Pixar, Disney, etc., c'est que, évidemment, pendant ces sessions-là, tu peux pas enregistrer, prendre 2 photos, c'est des choses qui sont pas convenables pour ces grands groupes, et c'est typiquement le genre de conf qui est pas enregistré. Et du coup, oui, il y a énormément de contenu qui est disponible en ligne, mais ce genre de choses-là, c'est un peu particulier. Et tout ce qui est relatif à la production en direct comme ça, en général, tu le vois aussi graphe ou retransmis par les chapitres locaux, typiquement le Paris SMC Graph pendant ces événements, mais rarement sur Internet. Ça se retrouve pas. C'est pas enregistré de manière, donc t'as pas de caméra dans la salle. Oui, donc il faut des gens avec une très grande mémoire pour pouvoir retenir tout et. Heureusement, tu as encore le droit de prendre des notes. Ouais, t'as le droit de prendre des notes. C'est pas encore interdit, le papier, le stylo, ça marche très bien. Ça fait pas de pain, ça mange pas de miettes. Mais typiquement, tu prends ton téléphone et tu prends en photo une slide, t'as parfois un petit volontaire qui dit excusez-moi, vous pouvez effacer votre photo, c'est interdit de la réutiliser. Un de ces petits étudiants en orange dont on parlait précédemment. D'accord. Donnez-moi votre portable que je l'écrase, d'accord. Faudra penser à utiliser le stylo carotte de Zootopie. Du coup, moi j'avais une question plus pour toi, Vincent. Donc là, on parle beaucoup de technologie, etc., de recherche. Moi, je voulais savoir comment, dans tout ça, comment le SIGGRAPH arrive à intégrer la question de l'écologie quand on sait que c'est un enjeu majeur de notre siècle. Donc, si tu peux y répondre ou pas. Question piège. Effectivement, je m'attendais pas à cette question. C'est pas du ressort du SIGGRAPH de répondre à des questions politiques. Par contre, au sein des académiques, on a plusieurs centres de discussion qui se sont organisés. Et effectivement, la question de l'écologie au travers de l'informatique, c'est un thème qui est abordé soit par les éditeurs de solutions logicielles, parfois hardware, mais également dans des considérations un peu plus scientifiques. Côté hardware, moi j'ai le souvenir, je crois que c'est en 2017, on avait une société de mémoire qui s'appelait Quantum qui fabriquait des radiateurs basés sur l'utilisation d'un CPU. Donc grosso modo, tu fais du rendu, tu utilises un CPU, ça fait de la chaleur, tu fais un radiateur. Et qui ont mis en place des solutions qui permettaient de chauffer des maisons, voire des piscines, pour essayer de rendre les choses un peu plus durables. Ou en tout cas, pas laisser l'énergie se dissiper comme ça dans la nature.
De plus en plus, on voit à la fin des films, vraiment, si vous restez jusqu'au bout du générique, juste avant la scène post-générique des derniers Marvel, souvent on voit un espèce de message un peu, j'ai envie de dire presque du greenwashing, quoi, de dire on a essayé d'être le plus écolo possible quand on a fait notre prod, etc. Donc après, voilà, dans quel sens et dans quel... bon, ça pourrait faire peut-être l'objet d'une émission à thème, oui, bien sûr. Ouais. Tout à fait. C'est un sujet un peu, dans un sens, relativement hypocrite dans notre industrie. On est l'un des plus gros consommateurs d'énergie au monde. On est extrêmement énergivore dans tout ce qu'on fait. Il a été révélé cette année que le streaming vidéo, donc du YouTube, du podcast, malheureusement aussi, jusqu'à un certain niveau, représente aujourd'hui 1% de l'impact carbone produit mondialement par année. 1%. Ouais. Et ça ne va faire que grandir avec l'arrivée du 5G, le 4K et le 8K qui va arriver après. C'est une évolution qui, justement, tend à être, soi-disant verte, mais peut-être pas tant que ça. Si on est vert foncé. Ouais. Bon. Ben, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Je ne sais pas, Béli, si tu veux rajouter quelque chose. Non. À rajouter juste peut-être une dernière chose vis-à-vis du SIGGRAPH, c'est... on a beaucoup parlé des papiers, on a beaucoup parlé des présentations, que ce soit artistiques, que ce soit technologiques, que ce soit les éditeurs, les studios, mais il y a aussi un aspect qui est extrêmement présent au SIGGRAPH, et c'est l'open source, où il y a d'ailleurs cette année l'ASFW, que je ne saurais pas dire ce que c'est que cet acronyme, j'ai oublié depuis, mais quelque chose du genre Academy Software Foundation, ASWF peut-être. Qui essaye d'organiser tous les ans maintenant les réunions sur tous les sujets majeurs, donc l'OpenEXR, l'OpenColor.io, Timeline.io, tous les sujets d'open source et de collaboration entre les studios au SIGGRAPH, ainsi que beaucoup de Bird of Feather, des moments où les gens peuvent dialoguer et de n'importe quel sujet à peu près. C'est toujours sur un thème donné, mais l'un peut être le cloud rendering, l'autre peut-être, bon, les miens ont été très orientés cloud rendering et render farm, mais ça peut être le ray tracing, et ça permet de discuter d'égal à égal entre des étudiants qui sont justement en ce moment à l'université et poser des questions à des anciens de Walt Disney qui ont 30 ans d'expérience, sans qu'il y ait d'a priori, sans qu'il y ait des questions qui soient considérées comme inutile dans la discussion, et au contraire toujours pour faire avancer, et avec un modérateur qui est là pour amener la discussion sur certains sujets très d'actualité et avoir un peu le ressenti de l'industrie sur ces thèmes clés au final. D'accord, ok. Ouais, donc tout pour faire avancer dans le bon sens. Vincent, je me tourne vers toi, du coup, un dernier mot concernant le SIGGRAPH. Intéressant quand on bosse dans le domaine et qu'on assiste pour la première fois au salon, de voir qu'on n'est pas tout seul, qu'on est là isolé avec son petit réseau local de potes ou de connaissances professionnelles. On est vraiment une communauté. Et quand on est là-bas, c'est assez étonnant de pouvoir discuter avec des gens, des files d'attente ou après une conf, et de s'apercevoir que finalement c'est le mec qui a inventé tel ou tel techno, ou c'est la personne qui a fait tel ou tel VFX, ou c'est tel chercheur qui a permis de fabriquer une avancée majeure dans le domaine. Une proximité. C'est assez chouette, c'est assez grisant aussi. On a vraiment l'impression d'être comme un poisson dans l'eau. Et finalement, ça fait tomber des barrières. Ouais, c'est très communautaire. C'est une expérience. Ouais. Communautaire, rapprocher les gens, rapprocher les âges aussi, enfin les expériences, et entre les chercheurs et les artistes. Les différentes générations qu'il y a eu. Ouais, d'accord. Mais c'est beau tout ça. C'est beau. Tu sais ce qu'il nous reste à faire, le doc ? Non. Prendre un billet d'avion et aller au SIGGRAPH l'année prochaine. Et l'année prochaine. Mais bravo.
Et puis, en tout cas, voilà, merci en tout cas, messieurs, de nous avoir un peu vulgarisé, dégrossi le SIGGRAPH et puis expliquer un peu ce que c'est. Et puis j'espère que les auditeurs vont s'y intéresser peut-être un peu plus, que ce soit les artistes, les ingénieurs, techniciens, etc. Donc, on mettra beaucoup de liens sur les notes de l'émission, hein, tout ce dont vous nous avez parlé, les bibliothèques de vidéos et autres PDF. PDF, ça veut dire portable. En tout cas, voilà. Merci Béli, merci Vincent. Merci à vous deux. Pèse. Merci, c'est cool. Ouais. Merci à vous. Et au plaisir de vous avoir, peut-être indépendamment l'un, l'autre ou les deux sur d'autres émissions. Des émissions thématiques, bien entendu, parce qu'on n'a pas fini d'en parler. Exactement. On finira l'émission, mon cher Doc, pour dire à tous nos auditeurs que vous pouvez continuer à nous écrire, et ça fait toujours plaisir de recevoir des commentaires positifs sur l'émission, sur cgypodcast@gmail.com. Vous pouvez également nous retrouver sur Twitter @cgypodcast, également la page Facebook, et bien évidemment sur toutes les applications de podcast, mais aussi sur Deezer, Spotify, et j'en passe, et des meilleurs. Et on n'oublie pas, ça fait pas de miettes, ça mange pas de pain, la boutique de goodies, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit t-shirt, un petit mug à l'effigie de l'émission. Vincent, Béli, merci beaucoup d'avoir pris le temps de participer à cette émission. Et puis, au plaisir de se retrouver une prochaine fois pour une émission thématique. Par exemple. Ordinateurs quantiques, trucs comme ça, non? Allez, bonne soirée. 3D en virtuel, etc. Et prochaine émission pèse. Du coup, on va revenir un petit peu aux interviews. On va retourner dans la chaîne de production avec nos amis, là, les vrais bipèdes, les animateurs. Les animateurs, cette espèce un petit peu à part dans la production, mais on en parlera mieux avec notre invité. Merci à vous de nous avoir écoutés et puis à bientôt, à la prochaine émission. Et n'hésitez pas à répandre la bonne parole autour de vous. Ce que certaines personnes font sur LinkedIn en repartageant les posts que l'on met, ça fait plaisir. Voilà, sur les réseaux sociaux. Et à bientôt. Gros bisous à tous. Bisous, bisous. Et encore merci à nos invités. Merci, au revoir. Salut. Ciao, ciao.